Je reviens en arrière. Donc, on a parlé la fois passée de la fois passée de la communication. Très bien. On a dit que ça vient du mot latin communain et on a donné tout ce qui entoure ce mot, tout ce qui entoure le mot communication. On a parlé de communication à l'écrit, à l'oral, le CV, la connaissance de soi, les principes de communication, etc. Donc, ensuite, on a parlé de la manière dont la communication se passe, donc la façon comment se passe l'information. Donc, on a parlé d'événements et on a dit qu'un événement est composé de personnages, de lieux, de dates, etc. Et on a parlé de la différence entre un fait et une donnée. On a dit qu'un fait est une action dont tout le monde n'est pas au courant et une donnée est connue par tout le monde. D'accord? Donc, pour passer du fait vers la donnée, donc on a dit qu'il faut une transformation. Et cette transformation, elle se fait par l'intermédiaire d'une codification. Je vous ai donné l'exemple de la voix dans le téléphone. Donc la voix, lorsqu'elle passe dans le téléphone, elle sera codifiée sous forme d'un signal électronique qui va arriver à une autre destination et qui va être décodifié pour sortir sous forme aussi d'une voix. Donc on a parlé des caractéristiques de la communication. Donc on a dit que pour qu'il y ait une communication, il faut un émetteur, un récepteur, un message à transmettre, un canal de transmission, une codification et bien sûr une réponse à ce message à transmettre, ce qu'on appelle l'effet retour ou feedback. Donc, on a parlé aussi des fonctions de la communication. On a dit que si elle est centrée sur l'émetteur, c'est une communication expressive. Si elle est centrée sur le récepteur, c'est une communication conative. D'accord? Je vous enverrai le cours en entier vers d'accord? Ceux qui disent que vous ne nous avez pas encore envoyé le cours. D'accord? Je vous ai envoyé le cours en PDF, mais je vais vous envoyer la vidéo et le PowerPoint donc, sur vos boîtes mail. Donc, il y a aussi la communication est basée sur le contexte. On appelle ça une communication référentielle. Si elle est basée sur le canal de transmission, c'est une communication pratique. Si elle est axée sur la codification, on appelle ça une communication métalinguistique. Et si elle est basée sur l'esthétique de la communication, d'accord, là on parle de communication poétique. Donc, j'ai donné exemple pour communication expressive, la radio. Elle émet de la musique et tout le monde entend, mais personne ne va répondre. Donc, elle est centrée juste sur l'émetteur. Conative, j'ai parlé des antennes qui captent, des radars, d'accord? Vos téléphones captent des signaux émettent des antennes aux alentours. Le PC peut capter le Wi-Fi. Donc, c'est une communication conative. Référentiel axé sur le contexte de la communication. Puis, on peut avoir plusieurs contextes de la communication. Donc, c'est une communication, elle peut être à travers l'écrit, à travers l'oral, à travers le visuel, etc. Donc, on appelle ça le contexte. Elle est pratique aussi, elle peut être pratique, donc axée sur le canal de transmission. Sur le canal de transmission, je vous donne un exemple. Si vous envoyez un mail sur Internet, un message, ou sur les réseaux sociaux, ça va tourner sur les réseaux sociaux et ça va pas sortir de là. On appelle ça une communication papier. Donc elle reste dans la toile, par exemple. Il y a la communication métalinguistique, d'accord? C'est une communication qui est axée sur la codification. Là, on parle par exemple de la communication entre
deux programmes différents, d'accord? Un programme qui communique avec un programme, donc il utilise les signes, ce qu'on appelle des codifications. Il y a aussi la communication poétique. Je vous donne exemple, les panneaux publicitaires, d'accord? Parce que vous allez dehors, vous voyez des panneaux publicitaires. En fait, ça, c'est un type de communication poétique, parce que c'est basé sur l'attraction ou sur le visuel, d'accord? Ou ce qu'on appelle sur l'esthétique. Donc, on a parlé des moyens de communication média et hors média. Donc, pas la peine de revenir sur ça. On a parlé aussi de types de communication. Donc, entre deux personnes, on appelle ça une communication interpersonnelle. Donc, un échange entre un émetteur et un récepteur. Communication de masse, c'est une communication entre un émetteur, d'accord, et plusieurs récepteurs. Par exemple, moi, je suis en train de faire le cours, d'accord? Je suis en train de faire le cours, et vous communiquez avec moi. Donc, je suis un seul émetteur, vous êtes plusieurs récepteurs. On appelle ça communication de masse. Il y a aussi communication de groupe, d'accord? Communication de groupe, c'est une communication destinée à une catégorie de personnes. Par exemple, je peux dire, écoutez, aujourd'hui on va faire le cours que pour le groupe 1 et 3, par exemple. D'accord? Là, je suis en train de communiquer avec tout le monde, et ensuite, la suite du cours, ça va être que pour le groupe 1 et 3, par exemple. Là, on appelle ça une communication de groupe. On a parlé des caractéristiques des nouveaux médias, on va la de revenir sur ça. Donc aujourd'hui, on va voir ce que c'est la communication scientifique. Est-ce que vous m'écoutez comme ça? Est-ce que vous arrivez à m'écouter? Un oui ou non sur le chat suffit. Est-ce que vous m'écoutez? S'il vous plaît, est-ce que vous m'écoutez? Comme ça. Je vais enlever le casque. On va essayer sans le casque. Est-ce que vous m'écoutez comme ça? Très bien. Donc, je vais utiliser le PC directement. Donc, qu'est-ce que c'est la communication scientifique? Donc, contrairement à un discours littéraire, donc, qui se distingue par sa polysémie, la polysémie veut dire un mot polysémique, c'est un mot qui a plusieurs sens. D'accord? Donc, il peut avoir plusieurs sens, on appelle ça la polysémie. Le discours scientifique ne peut pas s'interpréter selon différents sens. Donc, on vous dit que le discours scientifique ne peut pas être interprété selon différents sens. Donc, il a un sens exact parce que c'est scientifique. Il est caractérisé par un souci constant d'objectivité, donc il est objectif, de la précision de la méthode, donc il a une méthode précise, et de la rigueur intellectuelle. Donc ça va suivre une logique euh, pour argumenter les idées. D'accord? On appelle ça la rigueur intellectuelle. Donc on va voir que la communication, elle utilise essentiellement la communication formelle, donc elle est officielle, d'accord? Donc, le discours scientifique est un discours qui utilise une communication officielle, donc elle est formelle, donc à travers des documents officiels, c'est des documents, par exemple un mémoire, un résumé, un compte rendu, quelque chose qui est officiel, d'accord, un livre, etc. Donc ici, euh, on trouve quoi aussi? Donc le but de la communication, c'est de décrire ou informer, d'accord? De faire comprendre ou encore convaincre les, les gens avec lesquels on communique, d'accord? Donc
Ici, lorsque je vais dire décrire, ça veut dire qu'on va utiliser un texte de type informatif, il va nous donner des informations, ou de type descriptif, il va décrire des informations. Lorsque je vais dire de faire comprendre des idées, ça veut dire qu'il y a euh, un texte qui explique ces idées. D'accord? Et lorsque je vais dire encore de convaincre euh, l'auditeur, d'accord, ou bien celui qui est en train de lire, le lecteur, là, on parle de ce qu'on appelle le texte argumentatif. Donc convaincre, c'est donner des arguments, dire pourquoi on a utilisé telle ou telle chose. Le discours scientifique est déspécialisé, donc comme celui qui constitue le mémoire et la thèse. Donc, un discours, il peut être spécialisé sur un domaine, d'accord? Et comme il peut être spécialisé sur un autre. Il est aussi formulé par un chercheur, un spécialiste, à l'intention des autres auditeurs ou lecteurs ou ce qu'on appelle spécialistes aussi. Une question, sur quoi s'appuie-t-elle la communication scientifique? D'accord? La communication scientifique doit s'appuyer sur quoi? Ça, c'est une question qui peut être dans un examen, d'accord? Donc, elle doit s'appuyer sur les vérités ou les idées développées dans un texte scientifique, d'accord? Donc, elle doit s'appuyer d'abord sur des connaissances préalablement admises. Donc, on va rien inventer de notre tête. Donc, on va se baser de ce qui a été fait comme travaux antérieurs, comme des recherches antérieures. Donc, on va dire euh, des choses en se basant sur des choses déjà prouvées. Donc, elle se base sur sur des connaissances préalablement admises, sur des principes reconnus. Donc, ça doit suivre une logique, une méthode, d'accord? Sur des faits évidents, donc sur des actions qui sont claires, d'accord? Qui ne sont pas ambiguës, d'accord? Il faut dire sur quoi nous nous basons et manifester la valeur et la pertinence de cette source. Bien sûr, il faut donner l'objectif de notre travail, d'accord, et faire apparaître, d'accord, les axes de notre recherche ou dans un texte scientifique. Donc, et montrer en quoi elle éclaire l'énoncé en question. Bien sûr, il faut bien argumenter nos idées. Il va sans dire que le chercheur pourrait, pour appuyer ses propos, a recours à des procédés variés. Donc ici, pour faire la justification de ce qu'on dit, d'accord? Nos propos, c'est ce qu'on dit. Donc on peut utiliser des méthodes. On peut utiliser l'explication, la justification, la démonstration, la réfutation. Réfutation, ça veut dire nier, dire le contraire de quelque chose. La comparaison, la citation de paroles et des idées. D'accord? La citation, c'est des phrases qui ont été dites par des chercheurs ou des personnalités connues. Par exemple, Albert Einstein a dit des phrases et on appelle ça des citations. Donc, les caractéristiques linguistiques générales du discours scientifique. En fait, nous, on va voir le discours scientifique. Lorsque je dis discours scientifique, c'est aussi le texte scientifique. D'accord? Donc, dans un texte scientifique, par exemple dans un mémoire est un texte scientifique. D'accord? Donc, quel type de phrase doit-on utiliser dans ce discours? D'accord? Quel type de phrase? Donc, il y a prédominance de la phrase déclarative, donc par opposition aux phrases interrogatives, impératives et exclamatives. Ici, on vous dit, dans un texte scientifique, on utilise beaucoup de phrases déclaratives. D'accord? Donc, on utilise peu les autres phrases.
Bien sûr, l'emploi de la phrase déclarative, on l'utilise pour décrire, par exemple, un phénomène, pour énoncer un fait, pour introduire des données chiffrées, rapporter des écrits d'un auteur, établir un rapport de cause à effet entre des faits, par exemple, et bien sûr aussi formuler sa thèse, exposer une thèse adverse, ou bien formuler une hypothèse, ou bien formuler une conclusion. Donc tout ça se fait à travers des phrases déclaratives. L'emploi de la phrase déclarative, d'accord? On fait aussi, pardon, ici j'ai répété un peu la phrase, d'accord? Emploi occasionnel de la phrase impérative, d'accord? La phrase impérative, on l'emploie, donc le verbe est alors à la première personne du pluriel. La première personne du pluriel, c'est nous, d'accord? Donc, le verbe va être à l'impératif. Donc, on va, comme si on va se donner un ordre, d'accord? Par exemple, je ne sais pas moi, exposons les résultats sur le tableau suivant, d'accord? J'ai dit exposons. Vous voyez, donc exposons, c'est conjugué avec le verbe nous, d'accord? Donc ici, la phrase, elle est euh, à l'impératif. Ou bien, pardon, ici, la première personne du pluriel, d'accord? C'est vous, par exemple, c'est vous, pardon, c'est vous. D'accord? Expliquer, décrire, euh, euh, écrire, par exemple, formuler. Donc ici, vous voyez, c'est des énoncés de phrases impératives à la première personne du pluriel. La première personne du pluriel ici, c'est vous, d'accord? Absence de phrases exclamatives. Bien sûr, on le trouve rarement, oh, pardon, le mot rarement, normalement je ne le dis pas, on ne trouve jamais, donc c'est le mot exact, on ne trouve jamais de phrase exclamative dans un texte scientifique. Parce qu'on est sûr de ce qu'on est en train de dire. D'accord? C'est une science exacte. D'accord? La dépersonnalisation. Qu'est-ce que ça veut dire la dépersonnalisation? Donc, ça veut dire qu'on ne va pas s'approprier le texte. Il faut que le texte soit distant par rapport à l'auteur. D'accord? Et on appelle ça de l'objectivité. D'accord? Lorsqu'on fait la dépersonnalisation, on est en train de faire ce qu'on appelle l'objectivité du texte. Donc, tendance à la dépersonnalisation et à la distanciation de l'auteur par rapport à ses propos. Donc ici, on vous dit prédominance de la troisième personne du singulier et du pluriel, d'accord? Emploi du pronom. Ici, qu'est-ce que ça veut dire prédominance de la troisième personne du singulier et du pluriel? Donc on va utiliser il, d'accord? Ou elle. Donc c'est la troisième personne du singulier, il ou elle. Il est à noter que le rendement, etc., il est de préférence de faire, d'accord? Il est démontré que, vous voyez, donc c'est ce genre de phrase qu'on utilise dans un texte scientifique. Ou bien celle du pluriel, d'accord? On peut aussi l'utiliser au pluriel. Emploi du prénom en indéfini, d'accord? Ce prénom on l'emploie beaucoup dans le texte scientifique. Par opposition, en, pardon, pardon, j'ai eu un problème de son. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez?
Est-ce que vous m'écoutez? Donc, je Oui, répète, emploi du pronom indéfini en. D'accord? Emploi du pronom indéfini en. Euh, Ici, en pour distancier l'auteur par rapport à ses propos. Donc, on définit, on expose, on relate, on, on explique. D'accord? Vous voyez, donc, lorsque j'utilise le pronom en, là, je suis pas en train de citer la personne exacte, je suis en train de la distancier. Emploi de la première personne du pluriel. D'accord? Donc, la première personne du pluriel, le pronom nous, de modestie, ou bien les déterminants notre et nous. Donc, on les utilise dans l'introduction, la conclusion, on les emploie beaucoup dans l'introduction et la conclusion. Nos résultats, exposés, expriment, vous voyez, donc on est en train d'expliquer, par exemple, les résultats, on utilise nos. Euh, par exemple, pour des remarques, nous tenons à faire nous tenons par exemple à expliquer que, etc. Donc ici, on est en train d'utiliser le pronom nous. Donc aussi, il y a l'absence de la première personne du singulier. Dans un texte scientifique, on ne trouve jamais, je répète, je, me et moi. D'accord? On n'utilise jamais ces trois adverbes. D'accord? On peut on peut trouver je seulement dans une partie, d'accord, dans un mémoire ou une thèse. Il y a la partie ce qu'on appelle les remerciements, d'accord. On peut trouver aussi le je, par exemple, d'accord. Je remercie mes parents de m'avoir soutenu durant ce travail. Je remercie mon président de thèse, etc. D'accord. Ça, c'est une partie qu'on trouve dans le mémoire, appelée remerciement, où je peux utiliser ce pronom je. Mais ailleurs, dans l'introduction, développement ou conclusion, il n'est jamais utilisé. On continue. Absence de la deuxième personne aussi. Donc, aussi, on n'utilise pas tu, te, toi et vous. D'accord? D'accord? Donc, ça, on les utilise pas. Et emploi de phrases impersonnelles. Donc, on doit utiliser des phrases impersonnelles, comme par exemple, il faut cependant rappeler que, ou il est à noter que. Vous voyez, donc, ça définit personne. D'accord? Il, ça définit personne. Donc, c'est une phrase impersonnelle. Donc, on continue. Remarque, le pronom il est toujours à la troisième personne du singulier, comme le verbe qui a son accord. D'accord? Donc, ici, il, il prend pas l'accord du pluriel, ici. Parce qu'on est en train de parler d'un fait ou d'une vérité, d'accord, générale. Donc, on va utiliser il, mais il va pas prendre le pluriel. Par exemple, ici, on vous donne, ici, on vous dit, on ne doit pas écrire il existe. Ah, regardez, il avec un S et existe avec ENT, d'accord? Il existe plusieurs différences, mais on doit écrire il existe plusieurs différences. Ici, il va pas prendre le S et existe reste toujours en singulier. D'accord? Parce qu'on est en train de parler d'une vérité générale ou on est en train d'expliquer quelque chose dépersonnalisé. Emploi des phrases passives sans complément. Donc ici, on vous donne exemple. Les données ont été recueillies lors des enquêtes réalisées dans le but de, etc. D'accord? Donc ici, il y a des phrases passives, d'accord?
qui vont pas avoir un complément. Donc, vous connaissez la voix active et la voix passive. Donc, ici, regardez. Les données ont été recueillies. Recueillies par qui? D'accord? La question que je vais me poser, les données ont été recueillies par qui? Donc ici, il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dire, la personne qui a fait l'action. Et on parle de phrases passives, d'accord, sans complément. Donc, on va parler maintenant de perspective atemporelle. Lorsque je dis perspective atemporelle, ça veut dire quels sont les temps utilisés, les temps des verbes utilisés dans le texte scientifique. Donc, dans le texte scientifique, je vais utiliser des verbes et je vais les conjuguer, mais ces verbes vont être à quel temps? Est-ce que ça va être le présent, le passé, l'imparfait, le plus que parfait, etc. D'accord? Donc ici, on vous dit que dans un texte scientifique, il y a prédominance du présent de l'indicatif. Donc on utilise beaucoup le présent de l'indicatif dans le texte scientifique. C'est normal. Emploi occasionnel du passé composé et du futur. D'accord? Je vous dis, on utilise aussi le passé composé et le futur, mais on l'utilise pas beaucoup. Ici, on vous dit notamment, dans les débuts de chapitre, les conclusions partielles, bien sûr, et de manière à faire le lien entre le paragraphe ou les différentes parties du travail. Donc, par exemple, je suis en train de parler je vais parler de quelque chose, mais avant de parler de cette chose, je vais donner un aperçu historique, historique. Donc, je vais utiliser le passé composé pour parler de cet aperçu historique. Ensuite, pour passer d'un chapitre à un chapitre, je vais dire, dans le chapitre précédent, on a vu que, vous voyez, on a vu, c'est le passé composé. Euh, donc, dans le chapitre suivant, donc je vais parler par exemple du chapitre suivant, on parle ici de perspective, je vais utiliser le futur. Donc, on va faire, on établira, etc. D'accord? Vous voyez, donc ici, on peut utiliser le passé composé et le passé simple pour passer d'un chapitre à un autre, ou bien les utiliser dans la partie conclusion et dans la partie introduction. Maintenant, on va parler de la complexité de la phrase. Donc, la complexité de la phrase, ça veut dire que il y a des phrases dans le texte scientifique composées de plusieurs phrases. D'accord? Ou bien elles sont juxtaposées par des ponctuations, d'accord? Ou raccordées par ce qu'on appelle des adverbes ou des prépositions, etc. Donc, la longueur moyenne d'un texte, d'un paragraphe dans un texte scientifique, d'accord, elle est de 29 mots, d'accord. Donc, la présence fréquente d'au moins trois verbes conjugués par phrase. Donc, ici, on vous dit, pour dire qu'une phrase est complexe, il faut au moins la présence, moi je dis de deux verbes, d'accord, pas de trois verbes, minimum de deux verbes pour que la phrase soit dite une phrase complexe. Donc, présence d'au moins deux subordonnés à verbe conjugué. D'accord? Donc, il y a la subordonnée relative, circonstancielle, complétive, d'accord? Ou bien, on peut trouver aussi les conjonctions de coordination, donc des phrases qui vont être coordonnées par mais où et donc ornicar, les conjonctions de coordination, et des adverbes ou des mots liens tels que c'est-à-dire, c'est pourquoi, oui, ensuite, d'accord, etc. Ou encore, jointe à l'aide de deux points. Donc ici, jointe à l'aide de deux points, et ce qu'on appelle des points ou deux points virgule. Lorsque les phrases sont jointes par deux points ou des points virgule, on appelle ça des propositions indépendantes. D'accord?
Donc, il y aura la première phrase et la deuxième phrase sont liées avec le point virgule. On va les appeler propositions indépendantes. Mais lorsqu'elles sont liées avec un mot, d'accord? Ce mot est particulier. Il peut être conjonction, il peut être euh, préposition, d'accord? Et il peut être donc un adverbe, d'accord? Donc, si les deux phrases sont liées par une préposition relative, d'accord, ou un adverbe relatif, donc la deuxième phrase est une subordonnée relative. Si les deux phrases sont reliées par une conjonction, la deuxième phrase est appelée subordonnée complétive. Si les deux phrases sont liées par un adverbe qui exprime, qui a une valeur sémantique, qui peut exprimer le lieu, le temps, la conséquence, la cause, la manière, la matière, etc. Donc on appelle ça, la deuxième phrase, on va l'appeler subordonnée circonstancielle. Circonstancielle de lieu, de temps, de conséquence, de manière, de matière, etc. Donc ici, on vous donne un exemple. Cet exemple nous porte à croire qu'il y a effectivement un potentiel d'amélioration considérable qui pourrait être atteint par le recours à des techniques de gestion des stocks plus efficaces dans le secteur de la santé. Donc regardez ici, je vous ai coloré les phrases et j'ai appelé chaque phrase P. Par exemple, la première phrase, je l'ai appelée P1. La deuxième phrase, je l'ai appelée P2 et la troisième phrase, je l'ai appelée P3. La première phrase, je l'ai colorée avec le bleu. La deuxième phrase, je l'ai colorée avec le rouge. Et la troisième phrase, je l'ai colorée par la couleur violette. Regardez bien. Cet exemple nous porte à croire. D'accord? Il nous porte à quoi? À croire à quoi? D'accord? La question qu'on doit se poser, à quoi? Donc ici, qu'il y a effectivement un potentiel d'amélioration considérable. Je peux m'arrêter à la deuxième phrase et ne pas compléter la troisième phrase. D'accord? Donc ici, la deuxième phrase, toute la deuxième phrase, c'est une subordonnée relative, d'accord? Parce qu'il y a qui, que, pardon, d'accord? Ou bien c'est une subordonnée complétive, d'accord? Pardon, parce qu'il y a la conjonction que, à croire que, d'accord? Et la dernière phrase, la troisième, qui pourrait être, donc ici on parle de potentiel d'amélioration, qui pourrait être, donc c'est une subordonnée relative. Donc ici, j'ai la phrase bleue est appelée proposition principale. La phrase en rouge est appelée proposition complétive et la phrase en violet est appelée subordonnée relative. Vous voyez, donc j'ai une phrase complexe composée de trois phrases et on définit les deux dernières phrases selon le mot-clé utilisé. Ici, j'ai utilisé la conjonction que, d'accord? Pardon, j'ai utilisé la conjonction que, donc c'est une subordonnée complétive. Ici, j'ai utilisé la préposition ou l'adverbe qui, pardon, relatif, d'accord? Ici, ça va être une proposition relative. Donc, on vous dit dans la complexité de phrases, donc présence fréquente de plusieurs compléments du nom. Donc, on peut trouver aussi des phrases qui vont être utilisées comme un complément du nom, donc à l'intérieur des groupes nominaux, d'accord? Ou des compléments de nom comprenant une subordonnée relative. Je vais dire euh, mon stylo rouge ne marche pas. Vous voyez, donc, lorsque je vais dire mon stylo ne marche pas, la phrase elle est correcte. Mais lorsque je vais dire mon stylo rouge, d'accord, rouge ici, c'est un complément, c'est un complément du nom, d'accord, du mot stylo. Mais lorsque je vais répéter la phrase, mon stylo que j'ai utilisé hier ne marche pas. Vous voyez, donc ici, j'ai tout utilisé, j'ai substitué le mot rouge
par toute une phrase que j'ai utilisée hier. Vous voyez? Donc là, c'est une subordonnée. Mais elle va jouer le rôle d'un complément du nom. L'emploi du participe passé comme un adjectif. Donc on peut employer aussi le participe passé comme un adjectif. Maintenant, on va parler de souci de concision. Lorsqu'on parle de concision, on va parler des abréviations, des symboles, d'accord, des tableaux, des graphiques, etc. D'accord? Donc ici, une phrase concise emploie des abréviations, des sigles, des langages symboliques. Par exemple, au lieu d'écrire dollar, je vais écrire le S avec les deux barres. D'accord? Donc ici, je vais l'écrire sur le chat. Donc dollar. D'accord? Là, j'écris une abréviation du symbolique du mot dollar. C'est une unité en plus, le dollar. Donc, emploi des unités de mesure. Par exemple, si je veux utiliser la température, la température T, donc si je fais degré C, ça veut dire degré Celsius. D'accord? Degré Celsius. D'accord? Donc là, je suis en train d'employer les unités. Je peux utiliser par exemple le mot USTHB, ça veut dire université. D'accord? Je prends la première lettre de chaque mot, université des sciences. D'accord? Université des sciences et de la technologie Huawei Boumediene. Donc vous voyez, donc je prends la première lettre et lorsque je prends la première lettre, là, on appelle ça un acronyme. D'accord? On appelle ça un acronyme. Donc, je peux utiliser aussi les acronymes. Euh, donc, je peux aussi synthétiser un résultat. Au lieu de le faire sous forme d'un texte, je peux faire un résultat sous forme d'un graphique, d'un tableau. Et ça va être plus concis que le texte. Donc, très explicatif et très rigoureux. La précision et l'objectivité dans le choix des mots. Donc ici, on va dire que dans un texte scientifique, il faut utiliser des mots précis, d'accord, et objectifs. Donc ici, à absence de mots vagues, un peu d'expression figée ou imagée de la langue courante. Donc, je ne vais pas utiliser des expressions imagées, d'accord, qu'on utilise dans les textes littéraires. Je vais pas dire par exemple euh, que, je sais pas, je vais pas dire que la lumière est brillante, d'accord? Je vais mesurer l'intensité de cette lumière, d'accord? D'accord? Je vais donner l'intensité de la lumière. Je vais pas dire, écoutez, on a trouvé une lumière intense, d'accord? Ça, c'est une expression qu'on trouve dans un texte littéraire. Mais dans un texte scientifique, on donne les chiffres. D'accord? Je veux dire, d'après les mesures sur des capteurs, on a mesuré telle ou telle intensité de lumière. Donc ici, recours au sens propre des mots. Donc pour ça, il faut utiliser les dictionnaires. D'accord? Emploi des lexiques spécialisés propres à un domaine et semi-spécialisés rattachés à plusieurs domaines. Par exemple, lorsque je vais dire le mot octet, d'accord? Octet, ça veut dire 2 puissance 8, c'est ça? Donc ici, le octet, c'est, je pense que c'est 1024 ou je sais pas quoi, combien, d'accord? Donc ici, le octet, il est utilisé en informatique comme il peut être utilisé en mathématiques, dans le système on va dire dans l'algèbre et cryptographie. D'accord? Donc ici, le octet est utilisé par deux spécialités, donc c'est un langage semi-spécialisé.
Si je vais dire par exemple euh, gigabyte ou mégaoctet ou par exemple mégaflops, etc. Ça, c'est des mots utilisés en informatique. D'accord? C'est spécialisé juste pour le domaine d'informatique. Je peux dire par exemple le mot, par exemple ici on vous dit absence d'anglicisme critiqué, emprunt direct à l'anglais quand un mot français existe. Par exemple ici, redimensionner ou rendre petit, d'accord? D'accord, rendre petit. En anglais on dit downsizing. Donc, je ne vais pas utiliser le mot downsizing dans le texte scientifique, puisque le mot en français existe, qui est réduction de taille ou redimensionnement. Lien entre les phrases à l'intérieur et à l'extérieur, d'accord? Donc, on doit utiliser des mots liens. Lorsque je fais un texte scientifique, je vais dire au début, on commence par la suite, on fait ça, ensuite on fait ça, et cependant, on peut faire ça. Enfin, on trouve ça. Ouais, donc ici, on utilise ce qu'on appelle des mots liens qui vont donner une perspective d'ordonnancement et une perspective temporelle d'exécution des tâches pour le texte scientifique. Donc, et ces mots, on les appelle des mots liens. Donc, il vaut mieux utiliser aussi ces mots liens pour que votre texte soit cohérent donc, et qui va être bien articulé. D'accord? Donc, on a terminé pour aujourd'hui, je pense. Voilà. Donc, on est arrivé à la fin. Est-ce que vous avez des questions? J'attends vos questions.